Bonjour Patrick, Salut. je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. On est avec les étudiants, je te les montre ici, étudiants de l'IEX. Bonjour. 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 Ça marche. Ils ont réagi. Ils ont Donc, réagi, ouais, c'est bien. il est un peu tôt, il faut dire qu'ils font de la veille pendant toute la nuit autour de l'actualité. Ça fait partie de ce qu'on fait ensemble ici. Et moi, j'avais vraiment envie de pouvoir te les faire rencontrer, enfin que eux puissent te rencontrer, parce que t'as un parcours, t'as une expérience assez fantastique, je trouve, de comment on peut tirer son plan dans du numérique, comment on peut vivre de sa passion, comment on peut avoir les couilles de se lancer aussi. Et voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc, peut-être dans un premier temps, de te présenter, que tu nous racontes un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Et puis voilà, je pense qu'on aura moult occasions de te poser des questions et toi aussi, n'hésite pas à les challenger. D'accord. Je vais peut-être, avant de commencer à raconter ma vie, qui va être très certainement passionnante, je vais juste poser deux, trois questions pour essayer de vous cerner un petit peu. D'abord, je voudrais savoir combien d'entre vous utilisent Twitter. Vous pouvez lever la main. Utilisent Twitter régulièrement. Alors avant hier, on va dire une petite moitié. Depuis hier, un gros trois quarts. D'accord. Ok. Bon, tu leur as donné des instructions donc. Euh, je voudrais aussi savoir combien d'entre vous, avant un rendez-vous important, combien d'entre vous fait une recherche Google sur le nom de la personne que vous allez rencontrer. Euh, Ok, bon, la plupart. Et combien d'entre vous possèdent leur nom de domaine, c'est-à-dire votre nom en .com ou .be ou .fr ou ce que c'est. Schnoll. Vous me disiez que maintenant vous êtes tous sur Twitter et vous avez tous vos noms de domaine en .com et .fr. Donc c'est parfait, vous êtes parés. J'ai une dernière question. Euh, à votre avis, est-ce que un journaliste est une personnalité publique? Oui. Levez la main si c'est oui. Ok, il y en a quelques-uns. Euh, lié à cette question, je vais vous demander quel est le plus grand effet, l'effet le plus important d'Internet à votre avis. Et là, je vais demander à Damien ou à vous si vous pouvez, si je peux vous entendre. Quel est l'effet le plus grand qu'a eu Internet sur notre société? Elle permet à tout le monde de s'exprimer. Ouais. La rapidité de l'info et de la circulation de l'info. Ouais. Tout ça, c'est effectivement lié. Moi, à mon avis, l'effet le plus important, c'est la désintermédiation. Alors la désintermédiation, c'est un terme un petit peu barbare qui réunit un petit peu ce que vous disiez. Hein, c'est un effet qui est lié. Le fait que tout le monde peut s'exprimer et peut s'exprimer immédiatement fait qu'il n'y a plus d'intermédiaire en fait. Bon, on va dire qu'il y a toujours Twitter ou Facebook ou ce genre de service, ce genre de société qui peut faire intermédiaire entre quelqu'un qui s'exprime et quelqu'un qui va recevoir l'information. Mais d'une manière générale, la plupart d'entre vous ne se souviennent peut-être pas de cette époque reculée, mais c'était quand même le cas il y a, allez, une quinzaine d'années. Pour faire entendre sa voix, il fallait avoir des moyens immenses, il fallait avoir une société, il fallait avoir une infrastructure importante. Et c'est ça qu'a brisé Internet. Et c'est de là que viennent tous les changements radicaux qu'on voit dans notre société. C'est-à-dire que dans le domaine qui vous intéresse, qui est celui du journalisme, on n'a plus besoin forcément d'une chaîne de télé, d'une station de radio, d'imprimerie, d'une rédaction immense de journalistes pour amener l'info au public. Et ça, c'est un changement essentiel qu'on retrouve ailleurs, hein, qu'on peut retrouver dans la grande distribution, dans la communication, dans le commerce. Amazon, c'est un exemple clair de cette désintermédiation dans le commerce. Dans la politique, les hommes politiques aujourd'hui peuvent s'adresser directement au public et ils n'ont plus besoin de qui? De vous. Ils n'ont plus besoin pour une bonne partie des journalistes pour relayer leur message au public qu'ils veulent toucher. Et donc cette désintermédiation qui fait que les petits, entre guillemets, ont le même accès au public que les grands est important pour tous les aspects de notre société et il est d'autant plus important
pour vous qui vous intéressez au journalisme de près, parce que ce que ça veut dire, c'est que les rédactions qui ont bercé peut-être votre jeunesse et celle de notre génération à Damien et moi, sont en concurrence avec n'importe quel Pékin qui va prendre un ordinateur, avoir un site web sur WordPress et commencer à écrire. Donc, dans ce contexte, on peut vraiment se demander je ne vais pas dire, on peut se demander si une rédaction de 150 personnes est utile, mais à quoi, surtout, est-ce que cette rédaction est utile dans un contexte où on a des chaînes de télévision d'information 24 heures sur 24 qui vont baser leur reportage sur des tweets, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Donc, quand je vous demandais si vous utilisiez, vous, Twitter, si vous aviez votre nom de domaine, c'est parce que le fait que vous maîtrisiez votre image et votre présence sur Internet est extrêmement important, même si vous dites que vous allez travailler dans une rédaction et vous seriez un des éléments de cette rédaction et que vous n'êtes pas forcément un personnage public. Aujourd'hui, on est tous des personnalités publiques, plus ou moins, mais on a tous cet élément dans notre vie et dans notre profession. Donc, je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais je vais en venir à la question de ce que je fais et de qui je suis. Vous voyez que je suis pas très bien coiffé. Si je suis pas très bien coiffé, c'est que je me suis réveillé il y a pas très longtemps et que je suis à moitié en pyjama, parce que je travaille de chez moi, je travaille tout seul. Et je gère un empire médiatique. Ouais, voilà, il y en a un qui arrive. Je gère un empire médiatique en ce sens que je produis plusieurs émissions audio que je diffuse à qui veut bien les écouter sur Internet. Alors évidemment, j'ai pas une audience qui atteint les sommets d'une radio ou d'une chaîne de télé. Pour vous donner une idée, je touche environ pour mon émission principale, j'en ai plusieurs, mais mon émission principale atteint entre 15 et 25 000 personnes en fonction des épisodes. Donc il y a 15 à 25 000 personnes qui écoutent l'émission quand elle est publiée. Donc je produis, j'ai les invités, on enregistre notre émission, je fais le montage et on diffuse sur Internet en podcast. C'est-à-dire que les émissions peuvent être téléchargées à loisir. Il n'y a pas d'heure à laquelle elle est diffusée. Les gens peuvent les écouter quand ils le veulent. Il y a donc, comme je le disais, 2 émissions par mois simplement pour cette émission principale. Il va sans dire que si j'avais voulu faire ça il y a une quinzaine d'années, ça aurait coûté des dizaines de milliers d'euros ou même de francs il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est possible à faire avec, en frais fixes, quelques centaines d'euros par an. C'est un changement évidemment radical. Et le plus beau, c'est que je peux le faire tout seul. Donc, on a la possibilité de créer une émission au même titre que si vous allez sur iTunes, vous allez voir que les podcasts, la section podcast est principalement trustée par les grandes radios, mais ici ou là, vous allez voir des podcasts complètement indépendants qui vont avoir la même exposition et auxquels l'audience va avoir le même accès. Donc, je peux faire tout ça tout seul. Et je fais aujourd'hui, je dirais, 6 émissions régulières que je produis moi-même et je participe à 2 ou 3 émissions en plus de manière régulière. Donc, ça fait... je sais pas, en gros 10 à 15 épisodes produits chaque mois. Quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est une émission par mois, c'est ça le volume de travail sur lequel tu t'attelles. Donc ça veut dire quand même pas mal de préparation. Et puis je suppose que tu ne gagnes pas ta vie sur chacun des épisodes, parce que tu dis que tu participes à certains autres. C'est ça aussi quelque part la culture numérique qui va avec
Ce que je veux dire par là, c'est que tu as accès et on a fait baisser les barrières à la production. Et en même temps, on sait très bien que l'argent n'est pas une systématique non plus. La rétribution en plus financière n'est pas la rétribution première à laquelle on peut s'attendre quand on fait ce genre de choses. Alors, j'allais y venir, effectivement. Moi, je fais ce travail, j'ai commencé il y a presque une dizaine d'années maintenant. Euh, et l'important, et ce qui va être important pour vous quand vous allez terminer vos études, ça va être de manger et de pouvoir payer votre loyer. Euh, il y a différents moyens de se rémunérer. Sur Internet en général, le premier moyen de se rémunérer, c'est généralement la pub. Et il y a une alternative qui est en train d'émerger. En l'occurrence, pendant de très nombreuses années, je faisais tout ce travail sans avoir de rémunération. Aujourd'hui, je suis rémunéré grâce à un système qui est assez nouveau et assez intéressant sur Internet, voire assez incroyable sur Internet. C'est-à-dire que les gens qui consomment le produit me donnent de l'argent. C'est-à-dire qu'ils payent pour la chose qui est produite. Ce qui, encore une fois, sur Internet est assez inédit. Alors évidemment, c'est pas l'ensemble des auditeurs qui vont payer quelque chose, mais il y a un système de financement participatif récurrent, qui est un système de financement participatif un petit peu différent de ce qu'on connaît sur Kickstarter ou Indiegogo ou ce genre de choses, où les gens qui le souhaitent vont décider qu'ils donnent une certaine somme par épisode, et à la fin du mois, en fonction du nombre d'épisodes créés, la somme va être retirée et va m'être reversée. Donc ça, c'est un système qui est assez intéressant et je pense qu'on voit sur Internet un nouvel intérêt pour ce type de rémunération qui s'écarte un petit peu des modèles publicitaires et qui se dirige un petit peu plus vers les modèles de crowdfunding volontaire. Là où c'est important, ce qu'il est important de signaler également, c'est le fait que le paiement est volontaire. Il y a une petite partie des gens qui consomment le produit qui décident de payer, mais il y a une immense partie des gens qui continuent à le consommer sans débourser d'argent. Donc la chose qu'il faut garder à l'esprit si on veut manger et payer son loyer, c'est qu'il faut réussir à convaincre les gens de vous donner de l'argent. Alors, comment ça se fait? Soit en établissant, enfin, il y a plusieurs éléments. D'une part, il faut faire un travail qui est régulier et de qualité. Si les gens n'ont pas ce qu'ils attendent, et ils vont a priori pas vous donner d'argent. Et il faut également établir une relation assez proche avec les auditeurs. Il est assez difficile quand on est une grande marque ou une grande société de convaincre les gens de vous donner de l'argent quand ils n'ont pas besoin de le faire pour consommer ce que vous produisez. Par contre, si vous avez une relation proche avec les gens qui vous écoutent, les gens qui constituent votre audience, là, il y aura peut-être une chance pour qu'ils décident de sortir le portefeuille. Donc voilà pour la présentation de ce que je fais, de comment ça fonctionne. C'est assez succinct parce qu'on n'a pas énormément de temps. Damien, peut-être que tu veux que je précise certains points plus spécifiquement. Puis sinon, est-ce que c'est clair pour vous la manière dans laquelle Patrick gagne sa vie maintenant, ce type de financement participatif récurrent, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ouais. Alors il y en a plusieurs différents. Celui que toi tu utilises, Patrick, c'est Patreon. Il y en a d'autres qui fonctionnent de cette manière-là. Et donc, en gros, les gens disent quoi? Ils disent, à chaque fois que tu vas produire une émission, à chaque fois que tu vas la publier, je suis d'accord que mon compte soit débité de autant. Ouais, puis il arrive à en vivre. Et donc, la question à 1500 € par mois, c'est comment tu faisais avant de pouvoir vivre de ça? Avant, j'avais une existence triste et grise, c'est-à-dire que j'avais un travail. Et j'allais travailler pour quelqu'un d'autre et il me donnait de l'argent à la fin de chaque mois. Donc j'avais un travail normal, j'avais un vrai travail, c'est ce que j'aime dire. Évidemment, c'est quelque chose qui est qu'on ne peut pas lancer. Le système duquel je vis actuellement, c'est pas une chose qu'on peut lancer du jour au lendemain. C'est un travail qui se fait sur le long terme et où il faut construire une communauté avant
évidemment de commencer à demander de l'argent. Donc oui, ça fait 8 ans que je fais des émissions diverses, et sur ces 8 ans, cette communauté s'est construite petit à petit, et ils ont appris à me faire confiance. La confiance, la relation que vous avez avec votre audience est votre plus grand atout. Quel est ton background à la base? Est-ce que tu es journaliste au départ? Pas du tout. Je suis. Alors, je vais faire très très rapidement. J'ai fait des études de japonais, d'informatique. J'ai vécu au Japon. Je suis revenu en France en travaillant dans l'industrie du cinéma, l'audiovisuel, et je suis ensuite devenu responsable relations presse dans une grande société de jeux vidéo. Ça montre une chose sur le métier spécifique de podcasteur. Ça montre qu'il faut des compétences assez diverses. Faut pas forcément être spécialiste, super spécialiste dans un domaine, mais par contre, il faut toucher un petit peu à la technique, à l'éditorial, à la production, au montage, presque à l'artistique un petit peu. Donc il faut. C'est l'une des caractéristiques, à mon sens, de l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est que il faut un petit peu tout faire soi-même. Si on pense en tant que professionnel qu'on va pouvoir se concentrer sur un domaine de compétences unique et ne pas s'intéresser à Twitter ou à Facebook ou ce que c'est, ou à comment on gère si on veut faire de l'enregistrement, comment on fait le montage ou ce genre de choses, à moins que vous ayez quelqu'un à payer pour le faire, il faudra que vous y intéressiez vous-même aussi. C'est important cette notion de mettre les mains dans le cambouis. C'est un truc, si tu ne l'avais pas fait, comme tu dis, tu aurais dû payer quelqu'un d'autre pour le faire, et à ce moment-là, ça devient tout de suite beaucoup moins rentable. Ah ben c'est même pas que ça devient moins rentable, c'est que c'est pas possible. S'il faut commencer effectivement à payer des salaires et encore une fois, on en revient à ce que je disais au début, c'est la désintermédiation. C'est-à-dire que vous êtes en concurrence, tout le monde est en concurrence avec tout le monde, et vous êtes en concurrence avec le moindre blogueur. Donc il y a des gens qui vont fonctionner avec des coûts extrêmement réduits quand on se lance. Même si vous participez à un blog qui emploie 2, 3, 4, 5 personnes, ce blog-là est en concurrence avec, je parle des journaux français parce que c'est ce que je connais, mais avec Le Monde, Le Figaro, etc. Il faut savoir que le Huffington Post a commencé comme un blog. The Verge a commencé comme bon, peut-être pas The Verge, mais les gens qui ont fondé The Verge se sont lancés avec des petits blogs comme Engadget et ce genre de choses. Donc oui, le fait de mettre les mains dans le cambouis est essentiel. Et puis surtout, si on n'a pas un minimum les mains dans le cambouis, on va pas comprendre les enjeux et on va pas comprendre ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Donc même si vous voulez simplement lancer un blog, il faut savoir comment on lance un blog sans aller jusqu'à la production d'émissions audio ou vidéo. Donc il faut un minimum mettre les mains dans le cambouis, à mon sens, c'est essentiel. Tu disais que tu avais un boulot, tout ce qui est le boulot classique avant. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, quel a été le déclic dans ta tête? Et je me fais un peu l'avocat du diable parce que c'est le genre de sensation que je pense avoir vécu en donné aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête le jour où tu t'es dit putain, je peux le faire, quoi. Je peux en donner, proposer ce truc délirant aux gens, de faire en sorte que ce soit eux qui me payent pour que je continue à faire mes conneries devant mon micro et ça et go, j'y vais, quoi. Il y a eu deux éléments. D'une part, début 2014, il y a eu un vrai intérêt pour ce système Patreon parce que le problème d'un système de crowdfunding tel qu'on les connaît traditionnellement, c'est que il faut convaincre les gens de vous donner de l'argent à chaque fois que vous lancez quelque chose de nouveau. Donc, il y a un appel à l'action à chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Alors qu'avec le système de type Patreon, qui a été fondé par un musicien qui faisait des millions de vues, des centaines de milliers de vues sur YouTube, et à qui ça ne rapportait absolument rien. Et il se disait, avec tous les gens qui me regardent, il doit bien en avoir quelques-uns qui sont prêts à me donner de l'argent. Donc,
ce système où les gens s'engagent sur la durée à donner forcément un petit peu moins que les 10, 20 ou 30 euros qu'ils auraient donné sur Kickstarter, donc ils vont vous donner 1, 2, 3 dollars, mais sur la durée, ça vous permet de planifier les choses et de prévoir sur le long terme. Donc ça, c'était la première étape, l'émergence de ce type de modèle. La deuxième étape, c'est le fait que j'en ai lancé un, moi, pour voir ce que ça pourrait donner, et la réponse du public a été tout de suite assez forte. Alors, on parle pas de sommes comme on peut les voir sur Kickstarter avec des centaines de milliers de dollars, mais par contre, très vite, j'ai atteint les quelques centaines de dollars. On parle en dollars parce que c'est un outil américain, mais très vite, j'ai atteint les quelques centaines de dollars et ça a continué à monter gentiment. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être une possibilité. Le déclic s'est fait au moment où je me suis rendu compte que les gens étaient prêts à donner de l'argent si on leur en donnait la possibilité. Et bien sûr, il y a eu un gros coup de poker. Quand j'ai donné ma démission, je pouvais pas du tout en vivre avec la somme que j'avais. Mais par contre, j'étais convaincu que si on expliquait aux gens qui apprécient le produit que je voudrais en vivre et que j'ai besoin de leur aide pour en vivre, il ne faut pas hésiter à mendier un petit peu. Et si je leur proposais la chose, certains donneraient des sous parce qu'ils en avaient la possibilité. Voilà, donc encore une fois, il ne faut pas se dire que demain vous allez lancer un truc et que vous pouvez demander de l'argent aux gens et qu'ils vont vous en donner. Il faut d'abord construire sa notoriété, sa communauté, même si c'est une notoriété de niche, et après les gens sont prêts à vous aider, quoi. On n'a pas encore beaucoup parlé des sujets que tu abordes dans tes émissions. Comment est-ce que tu t'es dit à un moment donné, je vais parler de ça? Qu'est-ce qui fait que je suis légitime pour en parler? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à te renouveler aussi? Parce qu'avec le temps, c'est une des choses où on est tous confrontés en tant que producteurs de contenu, c'est d'être capable de se renouveler et parfois de traiter des sujets qui sont un peu des marronniers. Mais qu'est-ce qui fait l'originalité de ton approche selon toi en tout cas, et qu'est-ce qui fait que tu arrives justement à te renouveler et à faire en sorte que les gens aient envie de continuer à te donner de l'argent? Il suffit pas de se lancer et de vivre 6 mois, 1 an. Là, t'es parti. Faut continuer à payer les factures. Oui, j'espère. Pour le fait de se renouveler, il y a une formule qui est absolument magique, que les journalistes connaissent bien, c'est de traiter l'actualité. Parce que l'actualité, ça change tout le temps. Et donc, on peut réussir à faire des choses nouvelles tout le temps sans forcément avoir besoin d'être très, très inventif. Donc ça, c'est magnifique, c'est une formule magique. Pour l'intérêt de la formule, je pense qu'il est multiple. D'une part, je n'ai pas besoin de parler à des dizaines ou des centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes. Donc, je peux traiter les choses avec le sérieux que permet un public qui vient vers moi parce qu'il s'intéresse à la chose. C'est-à-dire que quand je parle d'actualité tech, je peux en parler sans bêtifier le propos. Je pense que vous avez tous suivi des sujets alarmistes qu'on voit aux journaux de 20 heures ou même dans les journaux papier. On a souvent un nivellement par le bas parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Même ceux qui n'y comprennent rien, et en plus, on a notre modèle qui est basé sur la publicité, donc il faut que les gens cliquent, et il faut que les gens cliquent beaucoup. Donc, ça modèle forcément, en partie, je veux pas être trop méchant non plus, mais ça modèle forcément le propos. Moi, je parle à des gens qui sont venus chercher le sujet, et donc je peux en parler, à mon sens, sérieusement. La raison pour laquelle j'ai choisi principalement le sujet tech, c'est bien sûr parce que ça me passionne. C'est un sujet qui, à mon sens, est extrêmement important. Et aussi parce que il faut les gens, il y a presque une mission là-dedans. Il faut que les gens, le monde, le monde c'est un petit peu ambitieux, mais il faut que le monde comprenne ces sujets. On disait tout à l'heure que ça change absolument tout. La Internet et la tech en général, c'est la chose la plus importante qui soit arrivée ces 15 ou 20 dernières années. De loin, plus que tout le reste de ce qui est arrivé dans le monde. Et je plaisante pas en disant ça. Aujourd'hui, vous avez tous un smartphone dans votre poche, vous avez accès à toute l'information du monde en 2 secondes. Le reste du monde, justement, qui n'a pas forcément des smartphones, est enfin en train d'y arriver. Internet change l'information, la communication, le commerce, l'économie, la politique, tout.
Et ce qui est terrible dans notre société, c'est que les gens ne comprennent pas ça. Les gens comprennent pas les enjeux. Quand on leur dit les données privées c'est important, ils savent que c'est des choses. Oui, bon, c'est Facebook qui va vendre nos données plus ou moins. C'est Snowden qui en a parlé il y a un an. Ils comprennent pas pourquoi c'est important. Quand on leur dit que la neutralité du net c'est essentiel pour qu'Internet continue tel qu'il est. Bon, oui, la neutralité du net c'est compliqué, je comprends pas trop. Quand on dit qu'on va bloquer des sites terroristes ou pédophiles, ah oui, effectivement, les sites pédophiles, les sites terroristes, c'est a priori c'est pas bien. Donc si on les bloque, c'est important de les bloquer. Mais on comprend pas les conséquences négatives que ça peut avoir derrière. Et c'est ce que moi, à mon petit niveau, j'essaye d'expliquer. Avec troisième élément de la réponse, je suis désolé, je suis un peu long, Damien, mais troisième élément de la réponse, ce format podcast qui est hyper différent de la radio ou de la télé. Le format podcast, c'est un format où on a des gens à peu près normaux qui vont discuter entre eux de sujets qu'ils maîtrisent, mais qui vont en discuter de manière détendue. C'est-à-dire que quand vous écoutez un podcast, vous allez vous asseoir à la table, à une table de resto ou de café avec des amis, et vous allez écouter leurs conversations. Les gens que vous écoutez dans le podcast, ça pourrait être des amis à vous, ça pourrait être des gens avec qui vous êtes en train de discuter, et donc c'est incroyablement accessible. C'est pas un ton journalistique qui parle, comme vous le savez, avec un ton très spécifique. Ça met une distance entre vous et l'audience. Quand vous parlez dans un podcast, moi je parle comme ça, je parle comme je vous parle maintenant. Et j'explique les choses comme je les expliquerai à des amis. On est en train de le faire quelque part. Oui. La conversation qu'on a là, et c'est vrai que des podcasts, moi j'en ai fait aussi un paquet, alors pas avec le même succès que toi, mais je m'amuse depuis 15 ans aussi à faire ce genre de choses, parce que justement l'intention derrière c'était de se détacher de ce rôle de journaliste qui met de la distance. Et ça, c'est, je pense pour vous, c'est vachement important à prendre en considération. Quelque part, vos études et quelque part ce que vous pouvez voir en radio et en télé va vous formater. On vous fait rentrer dans un format. Et j'essaie de ne pas poser de jugement de valeur par rapport à ça, parce que quelque part, le podcast est un format aussi qui a déformaté pour mieux reformater derrière aussi. On peut le voir sous cet angle-là. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, comme le dit Patrick, vous créez de la confiance, vous brisez les distances que vous mettez entre les gens. Tout simplement parce que la communication, elle est à double sens. Quand vous racontez une connerie, les gens directement peuvent vous rattraper, ce qui n'est pas le cas en radio et en télé parce qu'on met de la distance. Il y a une question. Oui. Finalement, est-ce qu'il est totalement libre dans les sujets qu'il aborde à tout moment où il est financé par certaines personnes? J'imagine qu'il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre ou qu'il devrait se permettre d'aborder vis-à-vis de ce que les gens auraient envie, parce que finalement, c'est comme eux qui. Oui, alors, est-ce que je suis totalement libre dans les sujets que j'aborde, puisque à partir du moment où les gens qui m'écoutent me payent, il y a des choses qu'ils voudraient que j'aborde ou que je n'aborde pas. C'est bien ça, hein, la question. Ok. Alors, avant même de répondre à la question, je vais la retourner par rapport aux autres modèles de financement qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la pub. Si cette question est légitime pour un modèle de financement qui est basé uniquement sur les paiements que font les consommateurs, elle est d'autant plus légitime dans les autres modèles de financement, c'est-à-dire si vous avez une marque qui va décider ou non de vous donner de l'argent, évidemment, il va y avoir la tentation de ne pas vouloir dire du mal sur cette marque. Ça, c'est une chose, un problème qui se pose dans tous les médias du monde et qui est très classique. Mais c'est simplement pour dire effectivement que il se pose avec beaucoup plus de force dans les anciens modèles de financement. Maintenant, l'un des problèmes qu'on peut avoir quand on est confronté à la masse informe du public sur Internet, c'est que effectivement, ça peut avoir des conséquences compliquées à gérer parce que on le sait, Internet peut être assez véhément et les gens peuvent avoir des opinions assez fortes. Dans les podcasts, si c'est présent aussi, il y a une sorte d'alchimie un petit peu étrange qui se fait. C'est que
comment dire, la raison que je peux voir à ça, c'est que comme on a une relation très très proche, très personnelle plutôt, avec notre audience, c'est moins, ça enlève un petit peu de cette anonymité d'Internet, et du coup, les gens sont moins agressifs, sont moins véhéments. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des opinions, mais là, on rentre un petit peu dans l'aspect, j'ai envie de dire à la fois éthique et presque journalistique, même si je me considère pas vraiment moi-même comme un journaliste. Je pense que la chose on pourrait en débattre, mais je me considère pas vraiment comme un journaliste. Mais je pense qu'il faut avoir un petit peu de déontologie et de force même pour ne pas céder aux demandes de tel ou tel autre et rester droit dans ses bottes. C'est vrai qu'en particulier dans la tech, vous le savez sans doute, il y a toujours des gens qui vont vous dire Apple c'est mieux que Google et Windows Phone c'est mieux que machin et truc. Pourquoi tu parles pas de machin et tu dis toujours que Xbox est moins bien que PlayStation. Il faut savoir se détacher un petit peu de tout ça. Et continuer à suivre sa voie tout en prenant les critiques constructives en compte. Donc faire l'équilibre entre ça, c'est pas facile et je pense que ça vient avec le métier, avec l'expérience. Il faut se confronter à cette masse de critiques. Au début, c'est difficile de s'en détacher. On le prend vraiment à cœur et puis au fur et à mesure, on apprend. Donc, est-ce que finalement, c'est pas ça qui crée de la confiance? C'est cette capacité à assurer et à réassurer les gens à qui tu t'adresses que tu vas être le plus factuellement correct possible, que tu vas analyser des chiffres, que tu vas donner tes sources, que tu vas faire en sorte de montrer de quel point de vue tu te parles quand tu t'exprimes, et que le background que tu as accumulé, que l'expérience que tu as accumulée, c'est ton point de vue, et il a de valeur parce que c'est le tien, mais qu'il est challengeable, qu'il est critiquable, et que tout ça est à mettre en perspective, mais qu'il faut s'essuyer les pieds avant de rentrer, quoi. ouais, j'aime bien cette expression, faut s'essuyer les pieds avant d'entrer. Je crois qu'il y a une question et puis je vais te répondre Damien, mais je crois que la question est liée. En fait, enfin, vous dites que c'est un ton spécifique au podcast, mais enfin, vous dites que les radios libres, par exemple le soir sur l'énergie, sur Fun Radio, les journalistes, enfin, les animateurs ne parlent pas comme un journaliste avec un ton particulier. Et il y a aussi une relation de confiance avec l'auditeur, il y a des échanges sur les réseaux sociaux. Donc, enfin, c'est un peu, je ne peux pas vous contrarier, mais c'est un peu faux ce que vous dites dire que c'est un ton spécifique au podcast, quoi, alors que ça existe déjà à l'antenne. Ouais, alors bon, je vais rapidement répondre à Damien et puis je reviens sur ce sujet. Pour ce qui est de la confiance, il est certain. Arrêtez de rigoler, je vous vois là. Vous croyez que je vous vois pas? Je vais y répondre, hein, promis. Sur la question de la confiance, ce que je fais, c'est que ça c'est ensuite personnel et chacun a son approche de la chose, mais j'essaye toujours de voir les deux côtés d'une histoire. C'est une démarche que moi j'ai développée au cours des années parce qu'elle m'est personnelle. Il y a quelque chose une grande importance pour moi dans le travail que je fais. Quand je dis certains pensent X, je dis aussi d'autres pensent non X et j'explique pourquoi pour que les gens puissent se faire leur propre opinion. Donc je pense que ça joue beaucoup dans la confiance que me font les auditeurs. Maintenant pour la question de la radio libre, je vais dire quelque chose d'absolument scandaleux, c'est que tu as tout à fait raison. Il y a une vraie affinité, une vraie filiation entre la radio libre et même la radio libre des années 80 que vous n'avez pas connue, à vrai dire même moi, elle était un petit peu en train sur la porte de sortie quand j'ai commencé à écouter. Mais il y a une vraie filiation. Mais ça reste un petit peu différent. D'une manière générale, dis-moi si je me trompe, mais d'une manière générale, la radio libre sur Fun, Skyrock, etc., c'est un petit peu le domaine de la déconne. C'est un petit peu comme la radio du matin. C'est le sujet de la radio, c'est de se marrer. C'est de passer un bon moment, on déconne, oui, on fait des blagues, tu vois, c'est pas des émissions qui traitent d'un sujet d'actualité spécifique. C'est pas tu qualifierais pas ça de journalisme, j'imagine. Non, c'est vrai. Ouais. Donc à la limite, imaginez le ton de la radio libre du soir que vous connaissez appliqué à un journal économique ou d'actu-tech ou de politique
ou de jeux vidéo ou ce que c'est, et vous pouvez avoir une petite idée de ce que c'est que le podcast. C'est vraiment ce ton détendu qu'on retrouve dans la radio libre, mais en parlant de sujets, je vais pas dire sérieux, mais un peu plus sérieux. C'est pas parce que les sujets sont sérieux qu'il faut être chiant, que du contraire. C'est peut-être justement ça, hein, en partie, la recette du succès. Avec aussi une grosse différence, c'est que la radio libre du soir ou la radio du matin, on est dans le live. Il faut être là pour l'entendre. Le podcast, c'est une des choses amenées aussi par le numérique, qui est cette écoute à la demande, et qui fait en québécois, on dit la balado-diffusion. C'est pas pour rien, on le met dans sa poche, on part en balade, on est en bagnole, c'est à la demande. Et c'est ça aussi qui est le gimmick que moi j'utilise, c'est bien le bonjour ou bien le bonsoir quand je démarre mes podcasts, parce que on ne sait pas à quelle heure ça va être écouté. Oui, tout à fait. Il y a une émission en fait sur YouTube que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Crash Course, qui est en fait deux frères américains qui sont profs ou chercheurs, qui ont pris le modèle des vidéos YouTube. C'est presque le modèle des Cyprien, Squeezie, etc., Norman, presque, mais qui en ont fait des cours de 10 minutes. Et ils font des séries de cours de 40 cours, 20 cours en fonction du sujet. Il y en a un sur l'histoire, et ils ont pris ce modèle de la vidéo YouTube où on parle très très vite, où on découpe les plans de manière très serrée, où on fait justement de l'humour, où on fait de la déconne, et ils l'ont appliqué à un vrai cours de lycée, quoi. Et je vous encourage à aller le voir pour voir un petit peu comment les nouveaux formats peuvent transformer la transmission d'informations traditionnelle. C'est un truc qui reste un vrai cours avec une vraie transmission de connaissances et un sérieux et une rigueur qui sont indéniables, mais en même temps, c'est presque une émission comique. C'est super drôle à regarder et c'est intéressant. Et pour moi, c'est une très bonne illustration du fait que la créativité et la désintermédiation d'Internet permettent de repenser certains modèles de transmission d'informations au sens large, que ça soit journalistique ou éducation, de manière vraiment différente. Donc ça s'appelle Crash Course sur Internet, sur YouTube, pardon, et je vous encourage à aller voir ça parce que on peut appliquer ce type de réflexion à d'autres domaines également. Il y a d'autres podcasts comme ça qui t'ont tapé dans l'œil ou dans l'oreille, qui te disent waouh, là ces mecs-là ils sont vraiment en train d'innover, ils sont en train de briser certains codes qui on pensait être sempiternels et ça marche et ça touche. Il y a au-delà, Crash Course c'est sur YouTube, donc c'est pas tout à fait un podcast. On pourrait parler de Serial, qui est un podcast américain qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, qui est une enquête qui a été menée en podcast, qui est très travaillée là pour le coup. Il y a une grosse équipe derrière, mais en podcast indépendant, il y en a énormément. J'aurais du mal à en citer. Il y en a beaucoup dans les sphères anglophones. Je pense notamment à This Week in Tech ou Daily Tech News Show qui repensent là aussi l'actu tech parce que comme il faut un petit peu de connaissances tech pour faire du podcast, les gens qui s'intéressent à la tech en font peut-être un petit peu plus que d'autres. En français, je pourrais penser à Geek Inc, qui est une émission de culture geek, qui est une émission vidéo qui est également disponible en podcast, mais aussi sur YouTube, qui est faite par un ami. Je pense également à Niptech ou Nipcast, qui est un réseau de podcasts créé par des camarades suisses qui couvrent différents types de domaines, mais il y en a énormément. Je veux dire, vous allez sur iTunes, qui est le catalogue principal de podcasts. Si vous recherchez à peu près n'importe quel sujet, vous risquez d'avoir une émission sur le sujet. Il y a notamment Podcast Science qui traite de science comme son nom l'indique, Voyagecast qui fait des émissions passionnantes où des invités vont venir vous raconter leur voyage dans des différents pays. Enfin, il y en a énormément. C'est difficile d'en citer que quelques-uns. Et ce qui est intéressant dans ce que tu racontes aussi, c'est cette récurrence. Il suffit pas de faire un one shot. Trop souvent, les journalistes sont dans des notions de cycle et de bouclage où on fait sa chronique, on fait son sujet, et puis on passe à autre chose.
ici, tu es vraiment, toi, dans cette logique de flux qui fait que tu prépares presque tes émissions avec les précédentes, quoi. C'est un continuum de temps sur lequel tu déroules ton fil. Et en fait, les épisodes que tu produis et que tu diffuses, il y a une continuité dans tout ça. Parce que tu continues à entretenir aussi via Twitter, via Facebook, entre tes épisodes, tu continues à entretenir la conversation. Ah bah bien sûr, entre les commentaires sur le blog de l'émission et l'activité sur Twitter ou Facebook ou les réseaux sociaux, c'est un truc qui s'arrête jamais. C'est évident. D'ailleurs, c'est même un petit problème. Parfois, il faut s'arrêter. Mais oui, c'est quelque chose de très. Bon, disons que c'est plus propre à l'actualité qu'au podcast. Une émission d'actualité, on va forcément avoir cette continuité. Mais comme tu le disais, un journaliste, une fois qu'il a livré son truc, c'est terminé. Il rentre chez lui, il fait autre chose. Bon, là, c'est pas tout à fait la même situation. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question pour revenir sur le journalisme. Est-ce que quand ça s'applique à l'information, est-ce qu'il n'y aurait pas une tendance à découvrir? Est-ce que, pardon, j'ai pas bien entendu la question. Tu peux répéter? Le fait de déformater le ton et d'avoir un ton peut-être plus léger, est-ce que ça ne décrédibilise pas l'information? Non, ça s'applique à de l'information, tout ça. Ouais, ça pourrait. Et encore une fois, je disais tout à l'heure que je ne suis pas journaliste. Je pense que c'est assez important de le préciser. Je pense pas qu'on remplace le travail que les journalistes font à la radio ou à la télé. C'est un petit peu différent. C'est des émissions qui sont plus de niche et qui sont destinées à des gens qui s'intéressent déjà au sujet. Donc ça, mis à part. Je vais essayer de vous donner un exemple qui vous parlera. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans un film, vous êtes déjà fait la réflexion, quand vous regardez un film au ciné et il parle d'un domaine que vous connaissez. Moi, généralement, c'est la tech. Ils vont commencer à se mettre sur un ordinateur pour essayer de craquer l'accès à un site gouvernemental. Il va y avoir plein de trucs qui défilent sur l'écran, ils vont taper sur plein de touches en même temps et ça va faire tout, et puis paf, ils appuient sur Enter et ça y est, on est rentré, on a 30 secondes pour trouver le machin. Ok, ça se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie. Quand on voit des films sur des trucs médicaux, quand on voit des films sur quel que soit le domaine, c'est adapté au cinéma. On raconte une histoire, on n'est pas en train de vous raconter la réalité. C'est peut-être un petit peu dur ce que je vais dire, mais quand j'entends les journalistes parler de sujets tech, qui est un domaine que je connais, les journalistes sur les grands médias, c'est un petit peu le même problème. Quand on parle de problèmes, je sais pas, d'immigration par exemple, tout le monde a son avis, mais quand on parle de problèmes d'immigration, quand on va faire un reportage sur le sujet, moi j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a quand même un petit peu de sensationnalisme qui rentre dans le truc. On n'a pas forcément une vision qui est très cohérente avec la réalité. Il y a des médias qui s'attachent à ce genre de choses, mais quand on parle de grands médias, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je fais une autre émission en anglais qui s'appelle The Phileas Club. Phileas venant de Phileas Fogg, du Tour du monde en 80 jours. L'idée de cette émission, c'est que j'invite tous les mois différentes personnes de différents pays pour nous dire comment ils ont perçu dans leur pays, dans leur culture, l'actualité du mois. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision un petit peu globale, au sens mondial, des événements du mois. Le mois dernier, on avait un invité qui s'appelle Mahmoud, qui est jordanien et qui vit aux Émirats Arabes Unis. Et on a parlé évidemment des événements de Charlie Hebdo. Et il nous a expliqué dans l'émission, on était plusieurs, hein. Il y avait un Américain, un Australien, un Allemand, moi et lui. Et il nous a expliqué pourquoi il n'était pas d'accord avec la démarche de Charlie Hebdo, pourquoi il condamnait évidemment les attaques sur le journal, mais pourquoi il était mal à l'aise face à ce que faisait Charlie Hebdo. Et je me suis rendu compte que
malgré toute la couverture qu'on avait eue de ces événements, malgré les tentatives d'explication qu'on avait eues sur les sentiments du monde arabe, la place des musulmans en Europe et dans le monde, j'avais jamais entendu quelqu'un me dire ce qu'avait dit mon intervenant Mahmoud. On entend toujours, quand on parle de musulmans dans le monde, on entend les terroristes, on entend les extrémistes qui vont aller, ou les gens très énervés qui vont aller brûler des drapeaux devant les ambassades, ou alors les femmes éplorées qui ont perdu leurs enfants et qui n'ont plus de quoi manger. On n'entend jamais les gens, entre guillemets, normaux, à mon sens. C'est une constatation que j'ai faite à ce moment. Et je me suis dit, on a quand même des dizaines, des centaines de journaux et de médias, et il n'y en a pas un qui est foutu de me dire ce que pensent les gens, les musulmans dans le monde, dans les pays arabes, de ce qui se passe ici, sans que ça soit des visions un petit peu extrêmes de tout ça. Ça m'a vraiment marqué, et la raison pour laquelle je parle de tout ça, et pour laquelle je reviens, pour répondre à ta question, c'est que j'ai pas l'impression que les médias fassent un boulot suffisamment bon pour que je comprenne les enjeux de ce dont ils parlent. J'ai pas cette impression. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste moi, peut-être que je suis trop parti dans les tréfonds d'Internet, mais je me sens beaucoup plus légitime pour parler des sujets tech en 1 heure et demie, en prenant le temps d'expliquer les enjeux, en prenant le temps d'expliquer les pourquoi et le comment, et en posant les bonnes questions plutôt que d'essayer d'apporter des réponses faciles, que les journalistes qui vont essayer de m'expliquer en 2 minutes dans une rubrique rikiki sur un journal ratatiné ce que c'est que la neutralité du net. Donc, je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question, mais pour faire une réponse plus simple, personnellement, je me sens pas moins légitime que les journalistes sur ces sujets tech, et j'ai pas l'impression que mon audience ait cette impression non plus. Je crois qu'ils comprennent que en traitant ces sujets sur la longueur, sur 1 heure et demie ou 2 heures, on peut vraiment les comprendre, alors que quand c'est 2 minutes sur un journal télévisé, on n'entend que des cris d'alarme. Est-ce que vous voyez podcasteur d'ici 10-15 ans? J'espère. J'aimerais bien. Non seulement j'espère, mais alors est-ce que les podcasts vont se transformer, vont changer de forme, peut-être, mais j'espère surtout qu'il y en aura plus. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui vraiment des médias écrits, des blogs qui jouent au même niveau que les grands médias traditionnels. Pour le podcast, évidemment, c'est pas encore le cas. On n'a pas cette alternative audio ou visuelle même aux médias traditionnels. Ça commence à arriver avec le podcast pour l'audio, avec YouTube et d'autres pour la vidéo. On est en train de comprendre, la génération qui a grandi avec ces médias est en train de comprendre comment les utiliser pour faire des choses un petit peu plus sérieuses que juste des chats sur des skateboards, mais on n'y est pas encore. J'espère que ça va continuer et que ça va aller plus loin. Et j'espère que vous ne compterez pas uniquement sur les médias traditionnels pour faire votre boulot et que vous irez explorer, peut-être même intégrer ce qu'on peut apprendre de ces nouveaux types d'expressions et venir enrichir les médias traditionnels, venir comprendre ce qui marche là-bas et le ramener dans les médias traditionnels là où ils ont des faiblesses, parce qu'ils ont évidemment énormément de force, mais il y a aussi des faiblesses qu'on peut peut-être améliorer. Donc oui, sous une forme ou une autre, j'espère encore être podcasteur dans 15 ans et même après. Ça aussi, c'est important. Je me reconnais dans ta démarche, donc pas mal d'aspects, et notamment celle-là, c'est de se dire que le but, c'est pas de casser ce qui existe, c'est pas de tuer les médias traditionnels. Il s'arrange très bien pour le faire tout seul, donc pas mal par contre, c'est d'être constructif. Le hacking, c'est un peu ça aussi, c'est de repérer les failles du système pour l'améliorer, pour faire en sorte d'apporter sa brique à en donner une construction de sens et de valeur, et sans jamais forcer personne à nous emboîter le pas. C'est juste la capacité d'avoir en donné cette force de proposition, et puis d'avoir des gens qui, en donné, nous suivent. Et c'est là aussi l'intérêt, c'est que ça force les médias à se réinventer quand on le fait de l'intérieur. Un peu le sachet de thé, quoi.
D'autres questions? D'autres remarques? Ouais. Donc, tu ne considères pas les autres médias comme des concurrents? Forcément un petit peu. Euh, mais je pense qu'on fait quelque chose d'assez différent. Disons que je les considère comme des concurrents. Bon, déjà, on n'a même pas la même taille, donc dire que je serais un concurrent serait me donner trop d'importance. Mais L'attention que les gens peuvent avoir, le capital attention que les gens peuvent avoir au quotidien, il est limité. Donc forcément, si la télé ou si la radio accapare un temps d'attention des gens élevé, c'est ça qu'ils peuvent pas consacrer à tes podcasts. tout à fait. Dans ce sens-là, effectivement, il y a une concurrence évidente. Mais c'est vrai qu'on fait quelque chose de très différent. Il y a autant de concurrence entre du podcast et de la télé ou de la radio ou du journal qu'il y en a entre eux. Oui, un journal va venir un petit peu concurrencer la radio et la radio va concurrencer un peu la télé, mais c'est quand même des choses très différentes. Les gens qui veulent écouter du podcast, s'ils viennent écouter un podcast, c'est parce qu'ils ont envie d'écouter un podcast et pas la radio. Donc, si on réussit à convaincre les gens, à faire écouter les gens, à faire écouter des podcasts aux gens, je pense que d'une certaine manière, la concurrence ne se fait plus de la même manière. Il y a une sorte de réseau de podcasteurs. Est-ce qu'il y a un réseau de podcasteurs ou bien c'est chacun pour sa gueule? On a essayé de monter des réseaux. Il y en a plusieurs qui se sont montés. Je crois qu'il y a aux États-Unis, il y en a. Moins en Europe. Le problème, c'est que c'est tellement simple de faire un podcast qu'on peut faire ça à peu près tout seul. Et souvent, dans les associations, il y en a différents qui font différents niveaux de boulot. Et puis qui ont différents niveaux de temps, parce qu'il y a des gens qui font ça juste sur le côté dont c'est pas le métier principal, c'est la plus grande partie d'ailleurs. Les associations de podcasteurs se font plus par les relations entre les podcasteurs eux-mêmes. Et c'est vrai que ce manque de fédération est un problème parce que la découvrabilité des podcasts est très compliquée. Si vous trouvez un podcast, ça ne veut pas dire que vous allez en trouver 10. Vous allez peut-être vous y intéresser un petit peu plus, mais c'est comme les apps sur l'App Store. Le gros problème d'un développeur d'app aujourd'hui, c'est que c'est hyper compliqué pour son app de se faire découvrir par les clients potentiels. Les podcasts, c'est un petit peu le même problème. Vous pouvez faire votre podcast dans votre coin, il est mis en ligne, super, il est disponible. Comment est-ce que les gens vont le trouver ? Très compliqué. Donc oui, ce manque de fédération des podcasteurs est un petit problème. Je ne sais pas très bien comment on va le résoudre, mais c'est encore... Le podcast est un média encore très 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 jeune, donc on ne sait pas où ça va aller. Les premiers podcasts ont été créés il y a 9 ans peut-être, et ils ont vraiment commencé à prendre une légitimité avec l'arrivée des smartphones et des voitures connectées, parce que c'est là que les gens les écoutent. Et l'accès est devenu facile dans ce contexte-là. Donc c'est encore en train d'évoluer. La voiture connectée, c'est vrai que ça risque d'être un des tipping points où le système des radios va en prendre plein la gueule, parce que si les gens arrêtent d'écouter la radio dans les voitures le matin, les chiffres vont dégringoler à la radio. C'est vrai que pour l'instant ils sont plutôt préservés par rapport à la presse papier par exemple, mais tout comme les radios libres dont tu parlais tout à l'heure avec l'affiliation qu'il y a eu sur les radios pirates dans les années 70 ou 80, Énergie au départ était très très fantasque, très libre, et puis on sait ce que c'est devenu. Donc ça pend au nez aussi des podcasteurs et des réseaux de podcasteurs de se énergiser. C'est possible, oui, c'est possible. On verra comment ça se passe, mais ce qui est sûr, c'est que ça va encore changer. Je sais pas comment, mais ça va encore changer. Mais d'un autre côté, l'immense chance qu'on a, enfin en tout cas que j'ai moi, je vais parler pour moi, c'est d'être financé par mes auditeurs. Donc j'ai pas forcément besoin comme je le disais, de toucher des millions de personnes. Bien sûr, si aujourd'hui, pour vous donner une idée. Tiens, je vais vous poser une question. À votre avis, si vous n'avez pas encore été regardé, combien de personnes contribuent aujourd'hui à mes émissions et donc combien de personnes me font vivre? À votre avis, un ordre d'idée. 500 et 1000. Ah. Alors, on a entre 500 et 1000, on a une centaine, on a 3000.
D'accord. Bon, je suis presque déçu. Vous avez à peu près bon. En fait, c'est 700 personnes. 700 personnes qui décident de donner de l'argent. Bon, il y en a beaucoup plus qui écoutent, mais il y a que 700 personnes qui écoutent de donner de l'argent, qui décident de donner de l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que si je réussis à convaincre, je sais pas, 2000, 3000, 10 000 personnes à me donner de l'argent, je peux non seulement me payer moi, mais je peux créer une sorte de petit réseau. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les médias traditionnels, 10 000 personnes, c'est rien du tout. Rien. Vous faites rien avec 10 000 personnes. La pub, ça va vous rapporter, je veux même pas donner un chiffre, ça vous choquerait. Donc, tout ça pour dire, par rapport à ce que tu disais, Damien, qu'on va peut-être se énergiser, nous, on n'a pas besoin de toucher des millions de personnes, et donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'élargir notre offre pour contenter tout le monde. Et au contraire, si on se met à trop diluer notre propos, on risque de perdre l'intérêt des gens qui nous financent parce que justement, ils veulent ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc c'est un équilibre un petit peu étrange dans ce média-là, et c'est un équilibre qu'on retrouve aussi dans ces médias de niche, même que sont YouTube ou ce type de production. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, ce type de média ne vient pas remplacer les autres. De la même manière que la télé n'a pas remplacé la radio, que Internet n'a pas remplacé la télé, etc., que le ciné n'a pas remplacé les livres, etc. C'est encore un truc différent qui vient s'ajouter et auquel je pense il faut s'intéresser si on veut avoir. On ne peut pas avoir une vision complète du panorama des médias si on s'intéresse pas un petit peu à la télé ou à l'écrit. À mon sens, on n'y est pas encore, mais dans pas trop longtemps, j'espère que ça sera la même chose avec les productions indépendantes des podcasteurs. Ouais, clairement. Une question. Merci beaucoup, Patrick. Bah, merci à vous. Ah, merci. Non, bah, merci beaucoup. C'était vraiment un bon moment. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de voir au bout de ton cheminement, et t'es en plein dedans, donc de voir comment tu arrives à tirer ton épingle du jeu et avec des valeurs et une vision qui rejoignent très très fort ce que je peux moi-même défendre manière de voir. Donc c'est un tout grand merci à toi. Écoute, on va partager le lien de la vidéo une fois qu'elle sera. On va la monter un petit coup pour faire en sorte qu'elle soit propre et jolie. Et puis on la diffusera, on la mettra en ligne aussi. Ça marche. Prochain épisode, c'est quand? Le prochain, on enregistre dans une petite semaine, avec d'ailleurs, enfin lundi prochain ou mardi prochain, avec des intervenants qui financent l'émission, qui seront dans l'émission. Donc c'est une émission particulière. Merci en tout cas de m'avoir invité. Merci à vous tous d'avoir été attentifs jusqu'au bout. J'espère que je vous aurai convaincu au moins de vous intéresser à ce genre de choses. Et puis, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à venir me les faire sur Twitter, évidemment. Merci à toi. Ciao, merci. Ciao.